Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième webinaire de la mission Ecophyto GEVI, notre troisième webinaire de l'année qui s'appelle Limiter les intrants, le végétal comme alternative. Je suis en présence donc de Philippe Tixier-Malicorne qui sera notre intervenant du jour et donc je suis Florie Richard qui anime la mission Ecophyto GEVI sur le secteur ouest de la région. Donc Philippe, est-ce que tu peux passer à la page suivante que je rappelle aux participants les objectifs de ce webinaire qui sont de fournir aux gestionnaires GEVI donc les bons réflexes lorsqu'ils mobilisent du végétal pour pouvoir mettre en place une gestion efficace, écologique, économique, pérenne de leurs espaces verts dans une logique bien sûr de réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Nous allons donc passer 1 heure ensemble. Je vais d'abord laisser la parole à Philippe qui va intervenir sur des aspects très techniques. Ensuite, nous aurons un large temps d'échange avec vous. Donc, je vous invite à noter vos questions dans la rubrique questions. Nous les ça les compilera et nous pourrons les aborder ensemble suite à l'intervention de Philippe. Et puis, dans un second temps et rapidement en fin d'échange, on vous aiguillera vers quelques ressources techniques pour aller plus loin dans la réflexion. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Philippe pour qu'il puisse intervenir. Et je me permets avant une petite précision. Comme vous le voyez sur nos diaporamas, on vous indique des liens, des contacts, des sites, etc. Sachez que ce diaporama sera mis en ligne sur notre cloud et que tous les liens, toutes les ressources indiquées ont des liens cliquables. Donc, vous pourrez tout retrouver très facilement à l'issue du webinaire. Philippe, je te laisse la parole. Merci Florine, bien bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc Philippe Tixier-Malicorne, je suis le directeur de Fraude-Occitanie. Je suis aussi pathologiste et agronome en santé des végétaux et j'interviens dans le domaine du végétal en zone méditerranéenne et en zone urbaine depuis, on va dire, presque une trentaine d'années. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une autre approche sur la gestion des intrants, parce qu'on est toujours à trouver des solutions alternatives. Moi, j'aime bien revenir à la source. À la source, c'est le végétal, et repositionner le végétal au centre du débat, alors, comme alternative, en effet, pour limiter les intrants. Et on va voir ensemble ce qu'on va appeler intrants. On va avoir une demi-heure là de présentation en commun. Je ne vous cache pas qu'en une demi-heure, ça va être assez, assez un exploit de vous faire passer tout ça, mais avec ce qu'on disait avec Florie tout à l'heure en aparté, on aura des fiches aussi techniques qui sont à disposition des membres du réseau pour aller plus loin dans la réflexion. Donc, dans l'espace vert, on a plusieurs intrants qui vont participer à la gestion de l'espace vert. On veut gérer les adventices, on veut gérer les maladies, on veut gérer les prédateurs, on veut gérer la fertilisation, l'eau, le temps de travail aussi des agents qui travaillent sur les espaces verts. Pourquoi mettre tous ces intrants? Déjà, c'est pour les mettre et pourquoi s'intéresser à ces intrants? Parce que ces intrants ont des impacts sur la santé humaine. Les produits phytosanitaires sont réglementés, comme vous le savez, surtout parce qu'il y a des impacts nocifs en santé humaine et en environnement. Il y a des impacts économiques, puisque tous ces intrants ont un coût, notamment l'eau. L'eau a un coût économique et environnemental. Comment gérer la quantité d'eau dans l'espace vert, c'est un point fondamental. Il y a le bien-être des personnes, puisque moins on met d'éléments extérieurs dans l'espace vert et plus on va justement travailler sur le végétal, plus on va avoir un effet bénéfique sur les personnes. Ça mériterait aussi tout un webinaire sur l'effet du végétal sur l'effet ambiance et sentiment de bien-être général, mais aussi bien-être des végétaux, puisqu'on va voir que moins on met d'agents extérieurs, je parle d'agents, d'intrants extérieurs, plus nos végétaux vont pouvoir être, on va dire, autonomes et en bonne santé. Alors, pourquoi a-t-on été amené à mettre des intrants, donc engrais, fertilisation, amendements, produits phyto, de l'eau, bien sûr, dans nos espaces verts? C'est que le constat, dans nos espaces verts, nous sommes dans un milieu complètement artificiel. Ce milieu est générateur de stress. Pourquoi? Parce que les végétaux sont plantés de façon non naturelle. Vous n'avez jamais vu dans la forêt un alignement
de platane naturel ou un rond-point avec 3 végétaux au milieu d'un champ de cailloux. Non, ça se fait pas vraiment. Dans le milieu urbain, il y a aussi du passage de véhicules, passage de personnes, passage d'animaux, qui vont aussi créer des phénomènes de stress sur les végétaux. La gestion en espace vert n'est pas seulement une gestion, on va dire, du végétal, c'est une gestion aussi environnementale au sens sociétal du terme. Pourquoi? Parce qu'un espace vert, on le crée pour qu'il soit attractif, pour qu'il soit sympathique, pour qu'il soit fonctionnel, par exemple l'ombre, pour qu'il soit accueillant, un parc, une rue. Nous avons là aussi des exigences qui vont contraindre la façon dont on va planter. Ben, les élus ont souvent des exigences qui sont bien souvent réglées sur leur mandat, leur mandature, donc des végétaux, notamment pour les arbres, qui sont grands de suite, des espaces qui fassent un effet ornemental rapidement et des coûts le plus bas possible. Donc tout ça va devoir être dans une grosse machine avec toutes les composantes afin de satisfaire tous ces besoins, toutes ces attentes. La composante sociologique, psychologique, on en a parlé, hein, c'est très important. Pourquoi? Ben parce que les administrés attendent aussi un certain nombre de choses de la part du végétal, des espaces verts au sens large. Et c'est un peu ce vers quoi on va s'orienter et comment on va pouvoir répondre à ces différentes demandes. La constante principale que l'on voit en espace vert, c'est qu'on conditionne le végétal aux contraintes. C'est-à-dire que les contraintes existent et on façonne le végétal pour qu'il rentre dans ces contraintes. Et généralement, ça ne marche pas. Hein. Essayez de rentrer du 40, essayez de rentrer dans un 36, vous allez avoir du mal au niveau chaussures, mais c'est malheureusement ce que l'on voit dans les espaces verts. Je vous ferai un rapide panorama de ce que l'on peut voir dans nos espaces verts. Sur les photos, donc en bas à droite, c'est une plantation de micocouliers dans une plate-bande sur un parking sans garde-fou qui fait à peu près 40 de large. Un micocoulier, ça fait plus d'1 mètre de large quand il est adulte. Et bien sûr, les voitures en se garant vont complètement massacrer les arbres, ce qui était le cas sur cette plate-bande. Donc là, on ne met rien, hein, on met juste une barrière, pas la peine de mettre un arbre, ça ne sert à rien. Sur la photo en bas à gauche, c'est une plantation malheureuse où on a essayé de gérer un bas de muret sur un talus avec des végétaux. On est dans zone calcaire. Bon, on a mis un végétal, c'est un cénote très sensible au calcaire et bien sûr qui ne peut pas vivre très longtemps dans des conditions comme ça. Donc, comment on anticipe un peu la façon dont on va gérer nos végétaux dans l'espace vert? Ben, on essaie de voir quelles sont les caractéristiques du sol, le climat que l'on a, les usages, savoir s'il y a du passage, s'il y a du piétinement. Si c'est un passage, par exemple, entre 2 points stratégiques, automatiquement, les gens ont tendance à couper, même s'il y a des espaces verts au centre. Donc, des piétinements sont importants. Savoir si on a des accompagnements de voirie, des laissés, des places, si on cherche de l'ombrage, si on cherche au contraire de la couleur, si on est sur des lieux de prestige. Donc, toutes ces attentes, ces contraintes doivent être bien évaluées au préalable de façon à bien anticiper la façon dont on va gérer et bien anticiper ce que l'on va mettre dans notre espace vert. Donc, le point fondamental qu'il faut retenir, c'est se réconcilier avec le végétal. Ça veut dire quoi? Ben, j'ai toujours un regard très critique quand je suis dans les espaces verts, dans les communes, parce que j'interviens aussi bien dans la charte Zéro Phyto que dans d'autres labels, notamment le label Ville et Village Fleuri, ou comme expert en santé du végétal. Je me rends compte que le végétal, et notamment l'arbre, est bien souvent utilisé comme un réverbère, c'est-à-dire comme un élément de décoration, même titre qu'un banc public, qu'une poubelle, mais jamais comme un élément vivant dans un environnement où il est destiné à pouvoir s'épanouir d'un point de vue biologique, physiologique. Ça, c'est pas la préoccupation première lorsqu'on met un végétal dans un espace vert. C'est un constat, c'est malheureux. Alors bien sûr, heureusement, il y a des exceptions à la règle, mais dans la grande majorité des cas, ce que je constate, c'est une gestion très urbaine et très élément de décoration. Je dis souvent le terme de réverbère, mais c'est malheureusement ce que l'on voit dans nos espaces verts. Je dis toujours, reprenons
le temps de regarder autour de nous, reprenons le temps de nous asseoir devant une forêt, devant une lisière de forêt, devant un massif naturel, et regardons comment sont agencés les végétaux les uns par rapport aux autres. En forêt, vous avez des associations végétales en lisière de forêt qui peut comment dire, refléter un peu ce qu'on va rechercher dans un massif. Eh bien, nous avons des arbres, nous avons des arbustes, nous avons des lianes, nous avons des vivaces, des annuelles, des plantes couvre-sol. Nous avons toujours un groupe de végétales. Et malheureusement, dans les communes, dans les collectivités, on travaille souvent le végétal en sujet isolé, notamment l'arbre. L'arbre, il est quasi exclusivement utilisé en isolé. Donc, alignement au centre d'une place, d'un parking, on le voit rarement en groupe. On a plus ce travail de groupe sur les massifs, massifs d'arbustes, massifs de vivaces, mais là encore, on fait une dichotomie, on met des vivaces, on met des arbustes, on voit rarement un massif avec toutes les strates, herbacées, arbustives et arborescentes en même temps. C'est ce travail en groupe qui est à rechercher pour retrouver, quand on le peut bien sûr, parce que tout n'est pas possible partout, mais ce travail de groupe est vraiment à rechercher pour retrouver un équilibre au sein des végétaux. Les végétaux ont rarement l'habitude d'être seuls. Ce sont des êtres vivants souvent grégaires. On va devoir aussi raisonner des opérations, alors je dis dites d'entretien. Alors moi, l'entretien, ça me hérisse les poils, même si j'en ai plus sur la tête, mais bien souvent, j'entends parler, ah oui, il faut entretenir les végétaux, il faut tailler les végétaux. Non, un végétal, il pousse tout seul, on n'a absolument pas besoin de tailler. Après, la réflexion, c'est de se dire, oui, tiens, je mets un platane alors que j'ai tel volume à occuper et que mon platane, il va être 10 fois plus important que le volume que je lui ai donné. Donc là, c'est sûr que c'est pas le bon choix. Si je suis sur un alignement avec un trottoir, des contraintes, avec des habitations, je ne vais pas mettre un platane, je ne vais pas mettre un icocoulier. Je vais plutôt mettre un Pyrrhus calcariana, qui est un poirier pyramidal, ou d'autres poiriers ou d'autres arbres pyramidaux qui occuperont un volume beaucoup plus restreint et qui seront beaucoup plus adaptés par rapport à cet usage. Si je suis dans un parc et que je veux un arbre de grand volume, eh ben là, oui, je pourrais mettre un platane qui pourra s'épanouir et que je ne toucherai jamais, c'est-à-dire aucune taille, aucun entretien. Après, quand je dis aucune taille de branche supérieure à 5 cm, on peut rectifier des formes, à la marge sur des arbres, des arbustes, pour garder une certaine forme, mais sur des diamètres de branches qui restent relativement faibles pour ne pas justement stresser la plante. On parlera un peu du stress aussi. Donc, la taille n'a de sens que si on veut faire produire au végétal des fleurs, des fruits. Donc ça, en espace vert, ça peut se concevoir, hein. J'ai un rosier, je veux avoir plus de fleurs. J'ai un végélia, je veux avoir des fleurs. J'ai un cénote, je veux avoir des fleurs. On peut en effet là gérer le végétal pour provoquer une floraison. La floraison chez un végétal, c'est un phénomène lié à un stress. Donc on stresse le végétal pour pouvoir le faire fleurir. C'est les pratiques horticoles de floraison ou de fructification que l'on peut mettre en place aussi dans notre espace vert, mais toujours pareil, avec des limites. Plus l'entretien, plus la taille de floraison est raisonnée, et moins on a de problèmes derrière sur le végétal. Un exemple, dans nos espaces verts, les lauriers roses, qui sont donc des espaces verts méridionaux, bien souvent coupés tous les 2 ans à même hauteur, c'est-à-dire on passe une barre de coupe et on coupe à 1 mètre de haut. Bon, ben ça, c'est je vais dire une hérésie, je dirais même une idiotie complète. Laurier rose, comme tout arbuste à fleurs, on enlève un tiers, un quart du volume de la plante tous les ans. C'est-à-dire qu'on coupe un tiers ou un quart des branches à la base et on laisse les autres branches. Et on fait ça et tous les 4 ans, on a un arbre qui est rajeuni, qui garde une taille raisonnable et qui fleurit tout le temps. Ce sont des b.a.-ba de la gestion de la taille d'entretien. Si on a des forsythias, on ne va pas les tailler au mois de février. Non, on les taille juste après floraison, pareil, avec cette gestion un tiers, un quart, qui nous permet d'avoir des forsythias toujours en fleurs, très ornementaux, et pas des espèces de machins coupés en boules qui essaient désespérément de fleurir au mois de février-mars.
On le voit encore malheureusement bien souvent dans nos espaces verts. Donc toujours pareil, être attentif à ce qui se passe dans la nature et reprendre le b.a.-ba. Donc dans nos intrants, on a 3 grandes familles. D'abord l'eau. L'eau, c'est un intrant, on en utilise beaucoup en espace vert. Les collectivités ont fait de gros efforts depuis ces 20 dernières années pour avoir une gamme de moins en moins gourmande en eau. Donc ça, c'est la première des choses. Travailler une gamme résistante, tolérante à la sécheresse. Alors, sécheresse du sol, mais sécheresse atmosphérique aussi. On l'oublie tout le temps, c'est qu'une plante peut être arrosée et mourir de soif s'il fait trop chaud. Parce que nous avons des végétaux qui ont l'habitude de vivre avec une certaine hygrométrie. Si elles n'ont pas suffisamment d'humidité dans l'atmosphère, elles bloquent complètement leur système d'évaporation et vous avez beau mettre tout l'eau que vous voulez au pied, la plante pourra manifester des symptômes de soif. C'est paradoxal, mais en climat méditerranéen, ça se voit. Je vais même constater moi, chez moi aussi. Ça aussi, c'est pour ça qu'il faut aussi s'orienter vers des végétaux vraiment bien adaptés à nos conditions sèches de sol, mais aussi sécheresse de l'air. Pour avoir une atténuation de cet effet sécheresse, bien, la plantation en massif, en groupe, est importante. Plus vous planterez avec des strates différentes, c'est-à-dire herbacées, arbustives, et dans les endroits où on peut mettre des arbres, plus vous aurez une meilleure gestion de cette humidité relative autour du végétal. Un végétal tout seul va beaucoup plus souffrir qu'un végétal en groupe. Les végétaux en groupe vont, on va dire, s'entraider par rapport à leur l'évapotranspiration. On va avoir des phénomènes de rayonnement moins importants, notamment dus à la couverture du sol. Et vous aurez aussi une meilleure exploitation du sol. Ce que j'entends souvent, c'est: ah, mais oui, mais si on plante des végétaux les uns à côté des autres, ils se concurrencent. Ben, je ne sais pas, moi, regardez la nature, les végétaux ne se concurrencent pas, hein, ils poussent très bien à côté et tout le monde pousse en bonne intelligence. La concurrence, elle existe peut-être sur le milieu agricole, mais en espace vert, non, il n'y a pas de concurrence si on plante les végétaux au bon moment, au bon endroit et de la bonne façon. Pour raisonner l'eau aussi, on va réduire l'usage des jardinières. Les jardinières, je suis un chantre de la chasse à la jardinière. Ça ne veut pas dire qu'il faut la proscrire, mais il faut la limiter à des endroits où on ne peut pas faire autrement. Il y a en effet certaines contraintes d'urbanisme, de sol, qui font qu'on ne peut pas mettre de végétaux en pleine terre et que la jardinière est un outil en effet qui peut être intéressant. Mais après, mettre des mini-jardinières, notamment, on verra un exemple tout à l'heure, qui est adossé à un portillon, une petite structure métallique ou le petit pot sur le pont pour faire joli avec 3 géraniums, franchement, non, il faut arrêter. Il faut, si on met des jardinières, déjà avoir des jardinières bien remplies. Là aussi, avec des plantes hautes, des plantes moyennes, des plantes basses, des plantes retombantes, il faut du volume. Utiliser des rétenteurs d'eau quand c'est possible. Et le message à avoir, c'est limiter le nombre de jardinières. C'est pas seulement pour le végétal, c'est aussi, et pour l'eau, c'est aussi pour les agents. Plus vous avez de jardinières, plus c'est du travail, et pas forcément du travail intéressant et du travail pas facile non plus à mettre en œuvre, parce que arroser des jardinières avec le flux de circulation, c'est pas toujours facile lorsque ces jardinières sont justement posées en bordure de voies de circulation. Ensuite, le raisonnement de l'eau. Alors, tout à l'heure, je parlais de couverture de végétaux au sol, mais bien sûr, on peut aussi avoir des couvertures avec des paillages organiques. On pourra, dans les questions, échanger sur paillage organique, paillage minéral. Vous avez 2 écoles. Une école qui peut être une école strictement gestion méditerranéenne des végétaux pour les végétaux méditerranéens, qui va prôner plutôt ce que l'on voit dans la garrigue méditerranéenne, c'est-à-dire des sols minéraux, donc un paillage minéral, pourquoi pas, mais un paillage minéral, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments organiques. Dans la garrigue, dans les reliefs karstiques, vous avez du caillou, mais entre les cailloux, il y a du sol, il y a de l'humus. Donc, il faut aussi apporter de l'humus, même lorsqu'on a un paillage minéral. Donc, généralement, on l'apporte avant, avec une bonne apport de matière organique, et ensuite, on met un paillage minéral.
Le paillage organique va par contre être beaucoup plus intéressant parce qu'il a un rôle de protection du sol. Il faut savoir que le sol, s'il est nu, il est soumis à la pression des rayons du soleil qui sont des agents de stérilisation extrêmement très efficaces, hein. Et un sol nu est un sol mort, et un sol mort est impropre à la plantation. Donc ça, on va le voir sur le troisième onglet. Mais le paillage organique, ça va vous permettre d'avoir une gestion de l'eau, une gestion du sol plus intéressante. Et en effet, sur des végétaux méditerranéens, ça va les booster, ils seront plus jolis, mais ils vivront moins longtemps. Voilà, c'est un peu un choix. Le paillage organique avec les végétaux méditerranéens, c'est avoir des végétaux plus horticoles, mais qui vont durer moins longtemps, avec un paillage minéral, des végétaux plus proches de leur type botanique et qui vont durer un peu plus longtemps, mais des fois un peu moins ornemental au sens horticole du terme. Les produits phytosanitaires, c'est tout le travail que nous menons avec la charte, hein, c'est bien sûr ne plus avoir de produits phytosanitaires, quels qu'ils soient, dans nos espaces verts. Alors, première des choses, quand on est sur des projets de création ou de remplacement, utiliser des végétaux résistants aux maladies. Nous avons, aussi bien dans des variétés anciennes que dans des nouvelles variétés, des végétaux, des rosiers par exemple, hein, les rosiers se plantent en espace vert de façon importante. Vous avez toute une série de rosiers qui ne sont pas sensibles aux maladies des taches noires, à la rouille, à l'oïdium. Donc il faut utiliser et abuser de ces rosiers et laisser parfois malheureusement des variétés ou des espèces qui sont au demeurant très sympathiques, mais qui, sans traitement, ont du mal à perdurer. On utilise des végétaux adaptés aux exigences des conditions environnementales. Environnementales, c'est bien sûr conditions de plantation. On ne va pas planter un camélia en pleine zone méditerranéenne, calcaire, et on ne va pas planter un mimosa sur les contreforts de la montagne noire ou du Canigou, où il gèlera bien sûr au premier hiver. Donc le climat, la nature du sol, l'usage, on en a parlé tout à l'heure, autour du végétal, va conditionner aussi cette capacité du végétal à résister. Donc plus le végétal, tout ça pour dire que plus le végétal est dans un environnement le plus favorable pour lui, plus il sera résistant. On parle entre physiologistes de système immunitaire des végétaux. Or, ce n'est pas un système immunitaire au sens animal du terme, mais ça s'en rapproche. On a des mécanismes de défense. Ces mécanismes de défense, un végétal se défend contre des virus, des bactéries, des champignons, voire des insectes, mais il ne peut le faire que s'il est dans d'excellentes conditions de plantation et de vie. La couverture végétale du sol, elle est très importante. Pourquoi? Ça permet de limiter l'usage d'herbicides. Plus vous avez de végétaux au sol, moins vous avez de la place pour les adventices, et plus vous avez d'effets bénéfiques pour l'ensemble de la plantation. La plantation en strates en îlot, on l'a vu. Et bien sûr, diversifier la gamme. On a la chance d'avoir pour les espaces verts, pour la région Occitanie, qui est extrêmement complexe et diverse, une gamme phénoménale. On utilise en espace vert moins de 10% de ce qu'on pourrait utiliser. Moi, j'ai un jardin, dans mon jardin, qui est petit jardin, il fait 800 mètres carrés, je dois avoir autour de 500 taxons différents sur 800 mètres carrés. 500 espèces de végétaux différents. Je n'ai qu'une petite partie de ce que je pourrais mettre, hein, c'est la place qui me manque. Dans un espace vert municipal, vous êtes à quoi 10, 20 taxons différents. Il n'y a pas grand-chose, hein. La gamme végétale est relativement pauvre. Sur les espaces verts très, on va dire, très généreux en espèces, on peut monter à une centaine. Mais voilà, mais la gamme, elle est extraordinaire. Là aussi, on vous donnera accès à un certain nombre de banques de données. Il y a plusieurs guides hein, qui existent. Certains sont en cours de construction. Donc, on peut comme ça trouver le végétal qui correspond vraiment à ses attentes. La bonne gestion du sol, alors, on l'a en troisième et pourtant, c'est quelque chose de capital. Dans les intrants, on a la fertilisation, on a les amendements. Pardon. Alors, autant la fertilisation minérale est bien sûr à limiter, la fertilisation organique est à, au contraire, favoriser. De même, les amendements organiques sont à favoriser. Or, pourquoi ça? Les sols que nous avons dans les milieux urbains sont souvent des sols très pauvres.
des sols qui sont très peu aérés, sans aucune flore, sans aucune faune, microfaune, microflore. Donc, en utilisant des paillages organiques, on va remettre en place cette vie du sol. Et dans le sol, nous avons des champignons qui créent des symbioses avec les racines des arbres. Et ces symbioses permettent, déjà pour la plante, l'arbre, l'arbuste, la vivace, l'herbacée, toutes les plantes ont des mycorhizes. Ces mycorhizes permettent une meilleure gestion de l'eau, une meilleure gestion des éléments minéraux et l'apport d'autres éléments qui sont justement nécessaires à cette capacité des végétaux à être aptes à résister aux maladies. Ça aide à leur système immunitaire, notamment il y a certains polysaccharides, certains acides aminés qui passent avec des mycorhizes. Donc on a vraiment dans le sol vivant tout ce qu'il faut pour que le végétal soit en bonne santé. Et la reconquête du sol, c'est peut-être notre challenge aujourd'hui avec le travail que nous menons et tous les partenaires, c'est de retrouver ce sol, ce vrai sol, qui nous permettra de retrouver des végétaux beaucoup plus aptes à résister aux contraintes des milieux urbains. Comme on le dit, c'est toujours le bon végétal à la bonne place et pour les bons attendus. Alors là, quelques exemples de bonnes réalisations. Hein. Donc en haut à droite, en haut à gauche, pardon, un cimetière végétalisé, des plantations en groupe sur les diapos, aussi bien les pieds de mur en bas à gauche qu'au centre. Vous avez donc des végétations très importantes. En bas, au centre, vous avez toute une strate arbustive au milieu et sur les côtés, des vivaces de grandeur différente. On peut avoir sur des espaces très contraints quelques vivaces à la base et la plantation de plantes grimpantes. On utilise très peu les plantes grimpantes. Ça, c'est la photo qui est en bas à droite. C'est assez dommage. Pourquoi? Parce que bien souvent, lorsqu'on a des espaces contraints, c'est-à-dire on n'a pas de place, on n'a pas de place au niveau du volume aérien et on n'a pas de place au niveau du sol, les grimpantes peuvent être une réponse à toutes ces contraintes. Et les grimpantes peuvent se conduire sur des supports métalliques et on peut, de cette façon, végétaliser des supports qui évoquent une strate arbustive ou herbacée. On peut végétaliser des parkings sur des endroits qui sont difficilement aptes à recevoir des arbres pour avoir de l'ombrage. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la place de mettre un arbre. Hein. Je le dis toujours, il vaut mieux des fois ne pas mettre d'arbre sur un parking plutôt que d'essayer de caser un arbre à un endroit où il sera de toute façon heurté par les véhicules, il n'aura pas la place de pousser. Là aussi, hein, vouloir mettre de l'arbre à tout prix, c'est pas forcément une bonne solution. La grimpante est une des solutions qui est assez peu utilisée, mais qui commence. On a de bons exemples de communes qui s'y sont mis. Donc là, ma petite jardinière Kiki en haut à droite avec un beau petit visage qui fait la tête. Voilà, ça c'est malheureusement des foires aux horreurs. Comme ça, j'en ai plein. On en a plein les photothèques. Voilà, là on a pas mal de foires aux horreurs aussi. Donc en haut à gauche j'ai oublié son nom, ça y est, un copalme, donc bon, ça va me revenir, donc un arbre qui est sensible au calcaire planté en zone avec un taux de calcaire actif très important, donc l'arbre chlorose est en descente de cime. En bas, toujours à gauche, c'est une huée de cyprès, mais sur une zone inondable, et les cyprès ont les pieds dans l'eau régulièrement, donc bien sûr, un cyprès, ça ne supporte pas d'avoir les pieds dans l'eau. Le palmier en bas au milieu, tout simplement des phénix dans nos conditions froides, ça ne fait pas toujours bon ménage. Les phénix sont des arbres de région thermophile. Chez nous, il fait froid en hiver. En haut, un très bon exemple d'une gestion, alors plantation d'arbres, d'arbustes, de vivaces, avec une réussite. C'est en plus un espace que j'ai pu revoir là dernièrement, que j'ai vu à la création il y a quasiment 18 ans, et qui est aujourd'hui un espace dans sa plénitude, qui est pérenne, qui a bien résisté, parce qu'on a vraiment, on est en zone très méditerranéenne, et malgré ça, on a tout un ensemble de végétaux qui s'accompagnent. On a le choix d'un paillage minéral, mais qui a été très bien positionné avec les végétaux méditerranéens, donc un espace qui est totalement durable. L'utilisation en bas à droite là, de l'éco-pâturage, très bien. Et en haut, voilà une rue avec le Pyrrhus Chantecler, hein, Pyrrhus catleriana Chantecler, qui est un poirier pyramidal. C'est une rue, peu d'espace pour que les arbres puissent s'épanouir. Ce poirier pyramidal a toute sa place dans l'espace. D'autres exemples de plantations,
des deux diapos de gauche, très bien. La diapo de droite, la fausse bonne idée. On veut planter en masse du végétal, mais l'architecte paysagiste a une lubie, il veut dire ah bah si je mettais les végétaux dans des petits triangles, ça serait super cool, ça ferait super joli. Mais ça c'est une hérésie. Il faudrait avoir une plate-bande complètement dégagée, sachant que là la surface d'échange air-sol, elle est strictement insuffisante, très limitée, et ces arbres sont condamnés à moyen terme à mourir. Voilà. C'est un espace qui n'est absolument pas voué à la pérennité. Alors, ça fait plaisir aux concepteurs, ça fait plaisir à la municipalité pendant 3 ans, et puis après, c'est le temps des catas et le temps des déconvenus avec des arbres qui périclitent. Là encore, voilà quelques exemples de bonnes réalisations. Il y a du bon dans les communes, heureusement, hein, mais on est là aussi pour aller pousser un peu le bouchon des fois sur ce que l'on peut voir. S'affranchir des contraintes, parfois on me dit mais j'ai pas la place de planter du végétal, que nenni. Le végétal, on peut le planter n'importe où et l'usage des grimpantes, c'est une des solutions. Vous avez à gauche un trachelospermum, bon, quelques plants de bégots, ça peut être, bon, c'est devant la mairie, donc en effet, mais on n'a pas de jardinière, c'est planté en pleine terre, on a de la masse, de la couleur, on est sur un lieu stratégique et la plante grimpante permet d'avoir un peu plus de verdure que si on avait eu que la partie herbacée, la petite strate de vivace à la base. À droite, on a là des pieds de mur sur une route plantée avec des rosiers essentiellement, mais dans la commune, il y a d'autres exemples avec des vivaces. Et là, petite commune, pas de moyens financiers. Madame le maire a fait découper des morceaux sur le revêtement, a planté ses rosiers, et vous avez là une ville qui est 4 fleurs, prix de l'arbre. On est dans l'Hérault, mais j'ai des exemples comme ça dans d'autres communes. Et souvent, c'est le système D qui fait qu'on s'affranchit des contraintes et on met du végétal là où le végétal n'était pas censé pousser. Donc, avec un peu d'imagination, et pas forcément avec beaucoup de sous, on peut arriver à faire des choses très sympathiques. On choisit ses plantes et ses partenaires professionnels. Là aussi, j'insiste beaucoup, planter des végétaux dans de bonnes conditions, avec le bon sol, etc., c'est très bien. Mais par contre, si on a fait un mauvais choix de végétal à la base, là, c'est pas bien. Quand on achète un arbre, ben, il faut vérifier que le système aérien et le système racinaire sont bien proportionnés. Florie vous montrera des exemples tout à l'heure, mais j'ai fait des diagnostics, des expertises avec des arbres qui ont été plantés sans racines. Je ne plaisante pas, hein, c'est-à-dire 30 cm de racines à partir du collet. Et bien sûr que l'arbre est mort. Ben, l'arbre, non, l'alignement d'arbre est mort. J'ai vu planter des arbres avec des chignons. Un arbre planté avec un système racinaire chignonné, c'est-à-dire qui a tourné sur lui-même en raison d'une culture en conteneur trop longue, sans rempotage, l'arbre ne survit pas. Il végète dans le meilleur des cas, il crève dans la plupart des cas. Voilà. Donc les conditions de culture dans la pépinière vont influencer la pérennité du végétal ensuite dans son milieu. Voilà, les bonnes intentions discutables, toujours pareil, dans la limitation des intrants. Là, on a des exemples, on a des espaces verts avec, il y a des paillages, on a mis en place des paillages minéraux organiques, on a utilisé des plantes résistantes au sec, c'est très bien. Donc là aussi, on s'est dit, tiens, je fais quelque chose qui a du sens. Je vais parler des photos de droite, c'est la vigne. Bien, la vigne, on la voit beaucoup dans nos espaces verts ornementaux, en rond-point, en treilles, en massif. Il faut savoir que la vigne, c'est un végétal qui constitue la première production économique agricole de l'Occitanie, avec la production de vin. La vigne est atteinte par une maladie réglementée qui s'appelle la flavescence dorée, et que cette maladie, elle atteint bien sûr, elle met en péril l'économie agricole, mais elle est présente aussi sur toutes les vignes. Donc, planter des vignes, ça impose une surveillance d'un certain nombre de maladies dont la gestion est obligatoire et pour lesquelles il y a des traitements phytosanitaires obligatoires. Donc, on est là en parfaite contradiction avec l'objectif éco-phyto. Même si la loi permet la gestion des maladies réglementées, mais on arrive à une aberration. Et surtout, ces vignes ne sont généralement pas surveillées par les propriétaires. Bon, ça peut être la collectivité, ça peut être une entreprise, ça peut être un particulier. Et on a comme ça des réservoirs de maladies. L'olivier,
c'est aussi un clin d'œil, hein. Nous avons plusieurs maladies sur olivier, la mouche de l'olive par exemple. Aujourd'hui, pourquoi on n'arrive plus à gérer la mouche de l'olive? Parce que l'olivier est partout, dans tous les milieux, agricoles, collectivités, particuliers. Et en dehors du compartiment agricole, on ne gère pas la mouche de l'olivier. Et nous avons des maladies à nos portes qui sont bien plus importantes, qui touchent l'olivier et qui peuvent comme ça contaminer. Là, un exemple de paillage. On a un arbre. L'idée a été de mettre des massifs, très bien, sauf que le choix a été fait de mettre des massifs dans des conteneurs et non pas au pied de l'arbre. Pourquoi? Parce que contrainte d'usage, il y a des manifestations taurines notamment, donc les spectateurs piétinent les plates-bandes. Donc la municipalité a fait un compromis, a dit on végétalise mais en conteneur. Alors, bonne idée, mais mauvaise idée. Pourquoi? Parce que les conteneurs sont irrigués, donc ces jardinières, elles sont irriguées, fertilisées. Le platane reçoit cette fertilisation et cette irrigation, pousse beaucoup plus vite et est très appétant pour des parasites qui sont dans l'environnement, dans les vergers, et notamment une petite chenille qui ronge l'intérieur du bois, la zézère, et on a comme ça les branches qui cassent, qui sont extrêmement fragiles et qui cassent parce que les chenilles ont perforé complètement les branches. Voilà, donc là encore une fausse bonne idée. Et les bonnes intentions discutables, c'est l'utilisation de plantes à caractère invasif pour faire de la plantation en espace vert. Donc là aussi, on se dit, mais je vais mettre du végétal, ça va être sympa. Bon, là, on a quelques exemples en haut de gauche à droite, l'herbe de la pampa, la bignone. La bignone a un caractère invasif chez certaines espèces. Le buddleia, avec deux facettes, hein. En milieu humide, il est très invasif, en milieu sec, il ne l'est pas. Puis réputation, arbre à papillons. En bas, toujours pareil, de gauche à droite, le Carpobrotus, hein, grippe de sorcière, très utilisé sur le littoral, mais très invasif au milieu du nerf. Les impatiences, petit végétal qu'on voit surtout dans les villages un peu plus au nord de nos départements littoraux et sur des villages où on a un peu d'humidité. On le trouve aussi sur les berges. C'est joli, c'est sympa, ça fleurit. Le problème, c'est que ça gèle en hiver et que sur les berges, eh bien, la berge n'est plus végétalisée. Cette plante colonise complètement la berge en été, printemps, été, automne. L'hiver, plus du tout de couverts végétaux et érosion plus importante des berges. Au milieu, c'est une charmante petite plante qu'on appelle le Diplococa grayica utilisée en haie. Donc là, c'est une partie de l'environnement. On est sur une dune, cordon dunaire. D'un côté, on a un camping, pardon, qui a installé cette plante pour faire un écran sur son grillage. C'est très ornemental, mais en milieu sableux, cette plante émet des tiges souterraines et a colonisé complètement les dunes. Donc, on a un gazon de cette plante et qui va bien sûr étouffer toutes les plantes endémiques dunaires que l'on a sur le littoral méditerranéen. Pareil, cordon dunaire, l'Eleagnus anguicifolia qui est invasif. Et les bambous, on n'y pense pas assez, mais lorsqu'ils s'échappent des espaces verts ou des espaces verts au sens large, public ou privé, ils montrent aussi un caractère invasif et on commence à avoir quelques soucis dans certaines zones. Voilà. Peut-être Philippe, un mot sur tout ce qui est plantes grasses. Il y avait les petits cactus, les agaves aussi qui Ah oui, sont. tout à fait, oui, qui sont Voilà. en haut, tout à fait. En effet, les plantes grasses, ce sont des plantes vers lesquelles beaucoup de communes, on va dire de l'est de la région, beaucoup de communes se tournent vers ces végétaux. Là aussi, il faut être très attentif parce que nous avons un certain nombre de plantes grasses qui sont des plantes invasives et extrêmement invasives. Alors, notamment des cactus du genre Opensia. Donc là, on a dans l'Hérault une commune qui est la petite commune de Celles où on a un Opensia rosea qui est très invasif, qui se dissémine parce qu'il y a des moutons et les moutons entraînent dans leur pelage les raquettes. Alors, ce sont des cylindres assez loin. Et c'est un cactus, quand vous marchez dessus avec une paire de chaussures, c'est une paire de baskets, tennis, les épines passent à travers la semelle. Donc là aussi, il y a un réel danger pour les usagers, sachant qu'il y a des bases de tourisme tout autour de ce site. Vous avez l'agave, hein. L'agave est une plante invasive. Alors, heureusement, malheureusement, elle est aujourd'hui mangée par un insecte invasif, le charançon de l'agave, qui commence à anéantir toutes les populations d'agaves, mais aussi d'autres plantes comme les yuccas, etc. Mais voilà, nous avons un petit focus
On a beaucoup d'espèces de cactus et de plantes grasses qui sont très adaptées à nos conditions, qui ne sont pas invasives. Mais là aussi, se renseigner auprès des structures compétentes, notamment les RB, Conservatoire du Littoral, etc., qui vont justement orienter vers tel ou tel végétal. On va passer du coup à la partie questions, puisqu'on veut pouvoir répondre à vos questions. Alors, j'ai une première question de Madame Forgeroux qui est comment limiter l'invasion dans nos rues de la Valériane? Ah! Alors moi je dirais, c'est chouette la valériane, c'est une plante intéressante. C'est une plante qui va pousser sur les murets, donc qui va justement végétaliser dans des endroits qui sont pas faciles à végétaliser. Euh, mais c'est pas la première fois qu'on pose cette question. Bon, moi j'ai toujours tendance à dire, je préfère avoir de la valériane qui pousse plutôt que de la pariétaire. Pariétaire qui va pousser dans les mêmes conditions que la valériane, mais la pariétaire c'est cette plante quand vous la touchez, elle colle à vos doigts, puisqu'il y a des espèces, on dirait qu'il y a des scratchs hein, et qui adhèrent sur votre doigt, et elle est très allergisante, la pariétaire, alors que la valériane ne l'est pas. Pour limiter la valériane, on peut tout simplement introduire d'autres végétaux. Euh, c'est toujours pareil, le principe de gestion des végétaux qui vont pousser de façon un peu anarchique, c'est de remettre d'autres végétaux ou alors de gérer la cause de la présence de la plante. Et la cause, c'est souvent des fissures, des endroits favorables à la germination de la graine. Donc, en revoyant aussi les joints, en revoyant les joints trottoirs murés, les joints sur un mur, on peut aussi gérer ces espèces si elles posent vraiment souci. Après, voilà, posons-nous la question, ces plantes possèdent un réel souci Oui. au point de devoir les enlever? Ou au contraire, ne donne-t-elle pas un aspect intéressant à certains moments de l'année? Alors c'est vrai qu'une fois que c'est fané, ça peut être moins sympathique. Voilà, donc c'est voir un peu, trouver à partir de quelle densité, à partir de quand nous avons ce seuil d'acceptabilité du végétal au sein de nos communes, de nos rues, de nos murs, nos murets. Et la valériane, pour moi, c'est un bon acteur comme limitation des intrants, parce que justement, elle vient là où d'autres rudérales ou d'autres plantes aimant ces milieux très secs et très contraints vont se positionner avec des incidences, notamment la pariétaire, qui sont peut-être plus problématiques avec des problèmes d'allergie. Donc voilà, mais la valériane, on peut la remplacer par d'autres végétaux qui vont justement assurer une végétalisation tout le long de l'année. Je vais compléter les propos de Philippe en disant que bien évidemment, au-delà des réponses techniques, on vous le dit toujours et jamais assez, il faut absolument accompagner vos modes de gestion de communication et de sensibilisation auprès des habitants, auprès des clients dans les campings, parce que accepter la végétation spontanée, c'est aussi une clé pour réduire les intrants avec toutes les conséquences négatives que ça peut avoir sur la santé ou l'environnement. Donc, accepter, communiquer, se dire que la valériane peut être aussi un allié, c'est déjà changer son regard sur cette plante, comme le disait Philippe. Je vais vous inviter à mettre vos autres questions dans l'onglet questions. Alors, j'en ai pas d'autres là tout de suite, mais moi, j'en ai une à poser à Philippe. Philippe, que conseillerais-tu à un gestionnaire lorsqu'il plante un arbre? Faut-il le planter grand ou petit? Quels sont tes Ah, conseils? le conseil physiologique, c'est planter petit. Un arbre planté petit va s'installer de façon plus durable, va d'abord coloniser le système souterrain avec son système racinaire et démarrer, une fois que son système racinaire s'est bien installé, il va démarrer et pousser vite et durablement. Ça, c'est, on va dire, la pratique et le bon sens de plantation. En milieu urbain, nous avons des contraintes, et des contraintes qui sont des contraintes humaines. Planter un arbre qui fait 20 cm en milieu urbain, vous êtes sûr que dans les 10 jours qui suivent, il a été piétiné, cassé, soit par accident, soit volontairement, parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'incivisme dans nos communes, par un petit nombre de personnes, mais suffisamment représentatif pour ne pas pouvoir planter de cette façon-là. En discutant avec des collègues, il n'y a pas très longtemps, c'est l'année dernière, on parlait de ces contraintes-là, et on a une collègue qui dit, mais on a peut-être une solution, c'est planter un arbre qui résiste
à ses incivilités. Donc, les diamètres que l'on voit d'habitude, hein, un arbre qui fait déjà 2 mètres de haut, de 3 mètres de haut. Alors là aussi, le choisir, comme je vous l'ai dit, avec un système racinaire harmonieux, pas de chignon, un bon équilibre entre le système racinaire et la partie aérienne. Vous le plantez dans une fosse de plantation digne de ce nom, c'est-à-dire qu'on ne plante pas un arbre dans un dé à coudre. Je ne plaisante pas, j'ai vu des fosses faisant 40 cm sur 40 pour planter des platanes ou des micocouliers. C'est du vécu. On plante un arbre dans une fosse qui fait minimum 2 mètres sur 2 mètres. Alors là aussi, on va me dire, ah mais oui, mais il y a les réseaux. Ben, si il y a les réseaux, on ne plante pas d'arbres. Hein. On va planter autre chose, des grimpantes notamment. Et on va contreplanter à la base de ce grand arbre des petits arbres. Donc le grand arbre, lui, 10 ans après, il n'aura pas bougé d'un poil, il fera toujours la même hauteur. Mais les petits arbres, 10 ans après, ils auront déplacé de 2 mètres l'arbre à côté duquel ils ont été contreplantés. La contreplantation est vraiment très intéressante pour garantir des arbres qui vont être beaucoup plus pérennes dans le temps. Parce qu'un arbre, on ne le plante pas pour aujourd'hui, on le plante pour dans 50 ans, dans 80 ans. Alors, merci Philippe pour cette réponse. Alors, je vais juste prendre le commentaire voilà, de la personne qui avait posé la question là, Valériane, qui dit que voilà, c'était pas forcément toutes Je les reviens. enlever, mais bien gérer son invasion dans les petites rues étroites où elle gênait la circulation, où elle faisait disparaître les roses trémières qui poussaient Oui. spontanément. Donc voilà, je pense que tu as pu quand même l'éclairer sur ce. Tout à Je te fait. laisse Alors, compléter ou je voilà. Je vais petite dire astuce, deux questions après. mais qui est peut-être un peu fastidieuse, hein, mais si c'est localisé, il faut en fait supprimer les inflorescences. Dès que l'inflorescence commence à passer, la supprimer pour pas qu'il y ait de graines. En fait, vous limitez le stock de graines, tout simplement pour éviter que la valériane se ressème et recolonise comme ça l'espace. Vous aurez toujours un stock de graines, mais en supprimant les inflorescences juste après la floraison, vous aurez comme ça une limitation. Mais ça n'est valable, bien sûr, que sur un petit espace, sinon ça va être des contraintes de gestion de main-d'œuvre trop importantes. Ça peut être Merci Philippe. une initiative citoyenne aussi, pourquoi pas. Aussi, tout à fait, bien sûr, ce sont des pistes à explorer. Alors, j'ai une autre question. Peut-on semer en bord de mur pour avoir des plantes appréciées dans les rues, coquelicots versus érigérons? Question Oui. de Christine Vincent. Ah, On reste complètement. sur cette même thématique. Complètement. Alors, la valériane fait partie de ces plantes que l'on peut semer pour le bord de mur. L'érigéron Caravincianus est une plante aussi, donc ça, pour les non-initiés, c'est une petite plante qui ressemble à une mini pâquerette en touffe. Ça, c'est ma plante fétiche. Hein. Moi, j'en ai partout à la maison. Dès que je veux coloniser un milieu où j'ai arraché une plante ou une plante est morte, je mets un érigéron. Il bouche le trou en attendant de mettre autre chose. C'est la plante pirate. Après, il y a plein de choses suivant les climats, suivant les zones. Il y a beaucoup de campanules qui sont intéressantes. On a des plantes plus résistantes au sec si on est dans des zones plus sèches, notamment les pavots de Californie, les Scolcia, toute une gamme de pavots. On a des lins aussi. On a une gamme qui est phénoménale. Il y a des mélanges aussi qui se vendent maintenant tout près hein, pour végétaliser les pieds de mur. Donc, on a vraiment une gamme là aussi intéressante. On va travailler alors, sur ces gammes-là. On a très peu de guides. Il y a des guides sur les arbres, les vivaces, les arbustes. Sur ces gammes-là, on a très peu de guides. Ça fait partie des lacunes qu'on va combler nous, au niveau Fredon, puisqu'on on a pas mal d'outils documentaires qu'on va toiletter, amender et qu'on mettra en lien bientôt. Comme ça donnera des pistes de réflexion pour pour les usagers, pour les collectivités. Oui. En tout cas, planter les pieds de mur, c'est aussi quelque chose que l'on peut retrouver avec des outils, on va dire techniques, qui permettent de mobiliser aussi les initiatives citoyennes, comme le disait précédemment Philippe. Je pense notamment au permis de végétaliser. À ce sujet, nous avons des documents pour accompagner ce type de démarche qui ont été créés par un CAUE que le CAUE du Gard, il me semble, a accepté de partager avec nous et donc qui est disponible sur notre cloud. C'est aussi parfois mobiliser voilà, les citoyens pour vous aider à se faire et à ramener le végétal le plus possible dans des endroits voilà, qui sont bien sûr adéquats et en étant accompagnés, comme le disait Philippe, évidemment, il ne faut pas choisir n'importe quoi et donc c'est important de pouvoir cadrer aussi les initiatives citoyennes par de bons conseils. Alors j'ai une question de Madame Diallo qui est assez intéressante sur les exotiques envahissantes. Une exotique que nous n'avons pas évoquée, c'est les lentes.
Donc, quelle solution contre les lentes? Nous avons réalisé une grande campagne de dessouchage dans le parc. Donc, il me semble qu'il y a une personne du parc des Cévennes qui est là. Je ne sais pas si c'est de ce parc-là qu'elle parle, qu'elle évoque. Il y a quelques années, mais celui-ci revient. Donc, peut-être Madame Diallo, si vous pouvez nous préciser le contexte, que l'on sache de quoi vous parlez. Et avant de laisser la parole à Philippe, je tiens à préciser qu'il y avait hier justement un webinaire sur les lentes en Occitanie. Il me semble que c'était le conservatoire. Philippe, tu pourras peut-être le préciser. Oui. Donc, c'est savoir qu'il y a de la ressource en tout cas sur ce sujet. Philippe, je te laisse répondre. Alors, sur les lentes, en effet, on va dire, c'est une des plantes les plus problématiques à gérer. C'est un arbre qui a été planté abondamment parce que très ornemental. On a encore dans certaines communes de l'Hérault, on a peut-être ailleurs, mais je connais des communes de l'Hérault où on a encore des élantes en alignement. Dans ma 7, il reste encore, je crois, deux ou trois élantes dans un ancien alignement du début du siècle. Donc ces élantes ont proliféré, ils drageonnent, donc ils émettent des nouvelles pousses à partir des racines. On n'a pas de méthode miracle. Or, à part le dessouchage, l'arrachage systématique des jeunes pousses et la plantation d'espèces vivaces et arbustives qui vont venir concurrencer. Alors, moi, c'est un peu ce que j'ai. Alors, je vous donne un exemple très perso. J'ai aménagé il y a 15 ans. Il y avait que. Ma parcelle était une ancienne vigne et tout le fond, ce n'était que des élantes. Aujourd'hui, je n'en ai quasiment plus. Pourquoi? Parce que j'ai planté abondamment. La concurrence est un outil pour limiter les invasives. C'est les stratégies que développent les gestionnaires d'espaces naturels et basées sur la mise en concurrence. Donc, empêcher la lumière d'arriver et de favoriser la croissance du végétal et concurrencer la plante aussi au niveau racinaire par un système racinaire qui va s'établir. Donc, arbustes, vivaces, pérennes, pas des vivaces qui ont un cycle annuel avec une phase de repos végétatif, donc des vivaces qui sont en permanence présentes, on arrive à limiter. Il faut savoir qu'il y a une méthode qui est à l'essai en ce moment avec une autorisation, ce qu'on appelle une autorisation à court terme par le ministère de l'Agriculture, d'utilisation d'un champignon pathogène, un fusarium, qui est pathogène de l'élante et qui tue l'élante et qui ne tue pas les autres plantes. Donc, on est en phase d'expérimentation. Il y a eu des dérogations données. Pour le moment, ça n'est utilisable que sur des infrastructures, c'est-à-dire de l'élante en bord de chemin, en zone où il n'y a pas d'autres végétaux. L'expérimentation se poursuivra. Et voilà, on a des pistes déjà, mais aujourd'hui, la seule gestion, c'est la plantation et l'arrachage systématique. Mais là aussi, c'est très fastidieux. On n'a pas d'outils standard, facile, économique sur les lentes. Sauf le fusarium. Merci Philippe. Donc Madame Diallo a précisé, elle était effectivement dans le cadre d'un parc de châteaux à Espérant, enfin le château d'Espérant à Saint-Gilles. Donc tu as tout à fait répondu pour ce cas-là et donc elle nous indique qu'ils sont en bonne voie. Donc bon courage à vous dans cette gestion. Alors je vais prendre une dernière question et puis après on passera à la petite partie suivante. Philippe, on nous demande comment entretenir une fois que donc le paillage minéral, oui, mais comment entretenir une fois que les adventices se sont installés? Effectivement, c'est un problème et c'est aussi pour ça qu'on a tendance à ne pas le préconiser. Donc Philippe, je te laisse répondre. Alors, le paillage minéral, comme je vous l'ai dit, c'est une solution très intéressante. Mais qu'est-ce qu'on entend par paillage minéral? Le paillage minéral, c'est pas 5 cm de cailloux sur une bâche plastique. Voilà, déjà. Le paillage minéral, c'est un sol vivant sur lequel on va mettre 20-25 cm de minéraux, généralement de grosses dimensions. Pourquoi grosse dimension? Parce que plus c'est fin et plus on va avoir une accumulation de particules fines, ce qu'on appelle des fines, et qui vont créer un substrat pour les adventices. Donc plus le paillage est fait de gros éléments, moins on aura cette accumulation de particules fines en surface. Elles iront par contre en profondeur. Et de ce fait, enrichir la partie humique qu'il y a en profondeur. Aujourd'hui, que constatons-nous? Nous constatons des paillages minéraux qui sont des paillages de faible hauteur, dans lesquels les adventices, bien sûr, s'installent. Et bien souvent, ces paillages minéraux sont faits puisque vous avez un super vendeur qui vous a vendu sa camelote. Je suis un peu trivial, mais c'est le cas. On a d'excellents commerciaux qui vous vendent la bâche plastique, les 5 cm de galets de gravier rouge, de gravier blanc, de gravier bleu, de gravier noir, pour faire des espaces verts
moderne, dans l'air du temps, et tout le monde est content, et au bout de 2 ans, tout le monde est mécontent. Pourquoi? Parce que il y a des adventices qui poussent, et on vous a aussi pas rappelé qu'avant de faire ça, il fallait avoir un sol parfaitement dégagé de toute adventice vivace, notamment les chiens-dents, les liserons, puisque ces adventices vivaces vont de toute façon percer la toile, passer les 5 centimètres et coloniser. Et vous ne pourrez plus du tout gérer vos adventices. Donc, quand vous avez ce système paillage minéral de faible hauteur, gravier sur une bâche plastique, malheureusement, moi, je n'ai pas de solution. La solution que j'ai pris nous venant de changer de bureau, là, il y a 3 mois, nous avons un espace vert, il y avait des bâches, des adventices dessus, des graviers. Eh bien, j'ai fait arracher tous les paillages. J'ai fait enlever tous les graviers, tous les paillages, et je suis passé en paillage organique. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pérenne. Alors après, vous pouvez bien sûr vous amuser à passer un brûleur thermique, à arracher manuellement. C'est une course sans fin. C'est vraiment un travail de fond qu'il faut reprendre. Les espaces. Et moi, j'ai des communes qui me disent, oui, mais on a fait ça il y a 2 ans. Ben oui, ben, il y a 2 ans, mais vous avez été mal conseillé. Vous avez été mal conseillé. C'est triste, hein, parce que c'est de l'investissement financier, c'est de l'investissement aussi des équipes. Et malheureusement, c'est de la grande difficulté de gestion. Vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. C'est un problème récurrent, notamment avec le chien-dent et les vivaces, les adventices vivaces, qui sont inextrignables de ce type d'aménagement. Merci Philippe, ça nous permet une belle transition puisque comme on le disait, la nature, elle a aussi des ressources à nous proposer. On le disait en introduction que voilà, les paillages sont aussi, c'est la nature qui peut aussi nous les fournir, les paillages organiques. Donc, on est aussi dans des solutions qui se veulent pérennes, efficaces et économiques. Voilà, Voilà. donc pour conclure cette partie échange, puisqu'on a évoqué beaucoup de choses, on va vous proposer en 5 minutes un petit exercice pratico-pratique pour se re-questionner. Donc Philippe, tu peux effectivement passer à la diapo suivante. Nous avons quelques mauvais exemples sur la place du végétal. Donc avant de vous dire pourquoi on a choisi ces photos, je vais vous laisser peut-être quand même 2-3 minutes réfléchir et n'hésitez pas à indiquer dans le chat ou dans l'onglet questions, bien sûr, voilà ce que ça vous inspire pour soi-même se re-questionner sur ces choix-là, sur ce qu'on observe. On aura 2 diapos de la sorte avant d'évoquer de meilleurs exemples aussi, mais c'est important de prendre conscience voilà, de mauvais exemples. Donc, je vais quand même amorcer le débriefing, mais tout en vous laissant vous questionner sur les prochaines photos, pardon. La première, donc comme vous le voyez, c'est un arbre. Philippe parlait d'arbre mobilier. Donc là, on est sur un arbre niche, voire porte-document. On ne sait pas trop. Donc évidemment, c'est un arbre qui est mal en point. Ensuite, nous avons un exemple d'arbre. Je pars bien sûr de gauche à droite et d'en haut vers le bas. Nous avons un arbre qui a été taillé sur taillé, mais qui a aussi été dans un endroit non adéquat par rapport à l'usage. Philippe disait tout à l'heure, planter que là où l'usage le permet sur un parking, c'est peut-être pas toujours le bon endroit si on ne peut pas. On est dans un cas où là, ce pauvre arbre se retrouve frôlé et abîmé par des véhicules qui passent. Donc sa durée de vie est quand même plus qu'amoindrie. Nous abordons en troisième photo, et la photo du bas également au milieu, un cas intéressant de ce que disait Philippe tout à l'heure dans les choix de plantation. Nous sommes sur un arbre qui est mort alors que tout récemment planté. C'est un arbre qui avait un véritable décalage entre son système racinaire et son houppier, puisqu'il n'avait quasiment pas de racines. Une fois qu'il a été arraché, on a pu s'en rendre compte. Donc bien être vigilant sur le système racinaire et donc planter des arbres adaptés à l'endroit, à la fosse et à la réalité que cela revêt, est un point important. Nous évoquons ensuite, donc en haut à droite, en bas à gauche, des arbres quelque peu malmenés dans leur vie. Donc un cas d'étranglement. On voit très souvent des choses qui viennent s'accrocher sur l'écorce des arbres, qui viennent les enserrer, etc. Soyons vigilants, c'est quand même pas neutre pour eux. Et puis tout en bas, donc c'est un exemple d'arbres taillés et surtaillés. Donc je ne vais pas revenir plus que ça là-dessus, mais Philippe vous a bien souligné l'importance de planter des arbres qui pourront
nécessiter une taille moindre, avec bien évidemment une limitation aussi des risques sanitaires pour l'arbre et des maladies qui vont forcément moins s'installer si on ne blesse moins l'arbre. Donc ça croise évidemment plein d'enjeux. Et enfin, tout en bas à droite, un sujet qu'on n'a peut-être pas évoqué plus que ça tout à l'heure, mais c'est le cas de haies monospécifiques et surtaillées. Donc une haie monospécifique, par définition, ne laisse pas sa place à la diversité. Qui dit moins de diversité, dit bien sûr plus de risques sanitaires lorsque vont s'installer des parasites, des maladies, des ravageurs, etc. Mais on est aussi dans le cas d'un arbre d'une plante qui aurait besoin de s'épanouir avec une forte croissance et elle se retrouve contrainte par cette surtaille. Et donc, un arbre stressé voit parfois apparaître des champignons pathogènes qui vont venir l'attaquer. Ça, je laisserai peut-être Philippe en dire plus que moi là-dessus. Il est plus pointu sur ce sujet. Mais voilà, les risques sont majeurs lorsqu'on plante ce genre de haies monospécifiques, sans parler de leur implantation en bord de route où ça implique pour les agents une présence dans un endroit difficile. Donc, en plantant la bonne essence au bon endroit, au bon moment, avec le bon mode de gestion, on résout aussi plein d'enjeux, enfin on croise plein d'enjeux, pas que pour la plante, mais aussi pour les agents qui les entretiennent. Tout à fait. Est-ce que Philippe, tu as des compléments ou est-ce qu'on passe à la diapo suivante? Un mot de complément, c'est en effet c'est une haie d'Elaeagnus ebengei qui a été fortement plantée parce que plante miracle, pas de problème, pas de maladie, et ça c'est aussi la fausse bonne idée. On part du fait qu'une plante n'a pas de maladie, n'a pas de parasite connu, donc on va la planter à outrance, mais la nature a horreur du vide et les pathogènes ont horreur du vide. Ils s'installent toujours, surtout lorsqu'on est en très forte densité. On est sur le même cas que la grippe aviaire, la vache folle. Dès qu'on est en surdensité d'élevage ou de plantation, on a des problèmes sanitaires qui s'éveillent. Ou le Covid. Oui. Merci Philippe. On va passer à la deuxième slide. Donc on va avoir d'autres exemples de végétal qui a du mal à trouver sa place. Oui, c'était bien celle-là, Philippe. Oui, non, je sais pas, il y a eu. Ah voilà. Alors, je vous laisse aussi un instant pour en prendre connaissance et puis vous questionner derrière votre écran, même si je pense que c'est assez palpable. Alors, je vais commencer par, il y a 3 photos, donc en bas à gauche et les 2 en haut à droite, d'exemples ouais, on va dire de bétonisation. La première en haut au milieu, donc on a un mycocoulier, si je ne me trompe pas, qui est extrêmement contraint et bétonné et qui vient complètement détériorer en fait le revêtement puisqu'il est en recherche voilà, d'eau, d'air et donc il va chercher en fait ce qu'il ne trouve pas sous ce revêtement bétonné, enfin artificiel plutôt que bétonné, dans les jardins voisins. Donc forcément c'est un exemple voilà, inadéquat de choix de plantation et d'aménagement associé. Ensuite, donc à droite, on a la même chose, voilà, un arbre qui ne trouve pas sa place dans un espace très contraint. Et puis en bas à gauche, on a aussi un platane qui se retrouve avec un collet complètement trop serré. Donc n'oublions pas de laisser toute leur place au pied d'arbre tel qu'ils le méritent. Et à ce sujet, je laisserai d'ailleurs peut-être Philippe enchaîner avec une question sur comment planter en pied d'arbre. Ce serait bien qu'on évoque ça rapidement. Je termine rapidement. Nous avons aussi des exemples de paillage bâche, on va dire ça comme ça, avec des bâches qui se détériorent dans le temps et qui ne répondent pas à leur objectif premier, qui était d'essayer de maîtriser, on va dire, ces plantations. On a un autre exemple de sol nu. Dans les 2 cas, ce n'est pas la solution. Comme l'a dit Philippe, on a besoin de nourrir ce sol, d'avoir un sol vivant pour avoir des plantes saines. Donc n'oublions pas de couvrir les sols de végétaux ou de paillage organique pour répondre à ces besoins. Et bien sûr, en bas à droite, on est dans l'exemple évoqué dans les questions tout à l'heure de paillage minéral sur bâche qui montrera rapidement ses limites. Donc Philippe, je te laisse peut-être apporter quelques éclairages sur voilà, comment planter au pied d'un arbre. Alors, Quels comment sont les planter bons au pied conseils? Les bons conseils, on peut déjà tout planter au pied d'un arbre, puisque si on plante, on peut planter les jeunes plants et ça prend très bien. Moi, je suis plutôt, si on n'a pas de contraintes particulières, on peut mettre des vivaces. Si on a des contraintes d'usage où il faut une végétation basse, on a un tas de couvre-sol qui vont très très bien au pied des arbres. Donc couvre-sol, on a parlé tout à l'heure des rigérons, hein, ça fait partie de ces plantes qui sont tout à fait adaptables, mais vous avez une gamme de végétaux qui est, on va dire, qui est colossal. Hein. Vous pouvez faire du fleurissement
événementiel, c'est-à-dire planter tous les ans vos pieds d'arbres avec, suivant la saison, pourquoi pas, sur des lieux un peu stratégiques, et utiliser plutôt des vivaces couvre-sol. Mais vous avez les santolines, vous avez les achillées, vous avez la gamme végétale, elle est extra, les ajugas pour d'autres climats, des népétas, voilà. La gamme, elle est colossale. Mais ça, c'est pareil, on vous fera une gamme couvre-sol, mais vous avez déjà dans le guide du CAUE un certain nombre de choses, et il y a un guide, la RB, qui sera peut-être plus sur l'arbre, voilà, qui va apparaître. Voilà, il y a des guides qui peuvent vous orienter vers ces plans de couvre-sol. Moi, je dis toujours aussi, mettez des bulbes parce que ça va animer le pied d'arbre dans l'année. Donc, tantôt une tulipe, tantôt une jacinthe, tantôt un narcisse, tantôt, voilà. Et ça vient comme ça, une petite plantouille qui arrive, qui disparaît, avec les vivaces qui forment un peu les crins et le bulbe qui vient un peu animer ça le long de l'année. Ça peut être très intéressant. Et peut-être un mot sur la question de l'arrosage dans ces conditions, les risques et les bons réflexes à avoir. Alors, les arrosages, l'arrosage est toujours à raisonner par rapport au type de végétal. Sur un arbre, un arbuste et des vivaces, l'objectif, c'est de faire des arrosages importants, peu fréquents. Il faut éviter l'arrosage goutte à goutte en permanence. Pourquoi? Parce que nous avons de plus en plus des phénomènes d'aléas climatiques qui contraignent les usagers, publics ou privés, à ne plus pouvoir utiliser d'eau. Nous avons des interdictions d'arrosage de plus en plus fréquentes, aléatoires sur le territoire de la région. Et toute plante qui a été biberonnée, c'est-à-dire alimentée en permanence avec un goutte à goutte à fréquence faible, eh bien, ne va pas résister à un arrêt brutal de l'irrigation. Alors qu'une plante qui a été habituée à recevoir de grandes quantités d'eau, mais très éloignée dans le temps, va avoir un système racinaire qui s'est constitué beaucoup plus en profondeur, alors que le goutte à goutte à fréquence élevée va favoriser un système racinaire très en surface, près de ce qu'on appelle le bulbe d'irrigation. Donc, une plante qui a été irriguée avec un système grosse quantité mais peu fréquente va mieux encaisser un choc de sécheresse. Elle perdra ses feuilles sûrement, mais elle ne va pas crever. Alors qu'un arbre qui est biberonné, lui, peut ne pas passer un été si on a une restriction d'usage d'eau. Donc c'est pour ça que la qualité de l'arrosage est importante et que c'est un des aspects qu'il va falloir aussi travailler avec les communes, puisqu'on a aussi des exemples de Et les récupération campings. des eaux de pluie. Et les campings, oui, quand je dis les communes, c'est les usagers, je parlais d'usagers, parce que c'est vraiment tout usager, collectivité au sens large du terme, entreprises privées, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises privées qui ont aussi des espaces verts, et les campings, qui sont aussi des entreprises. On a tous les lieux où nous avons du végétal. Comment récupérer l'eau de pluie pour la stocker vers les végétaux, pour justement avoir une meilleure réserve en eau des sols et que cette eau de pluie n'aille pas se perdre n'importe où. On peut comme ça retrouver un système sol-eau plus adéquat. Mais ça aussi, ça mériterait des compétences genre que nous n'avons pas nous. Hein. Il y a des structures qui travaillent dessus. Mais c'est une grosse réflexion actuelle au niveau au niveau de l'arbre urbain. À ce sujet, lors de notre événement de juin, les ateliers régionaux du Zéro Phyto, on aura une intervention de l'association Les Bonnes Pratiques de l'Eau du Sud-Ouest qui interviendra et qui sera sûrement riche de conseils. Alors pour clore sur ces mauvais exemples, on va quand même prendre le temps de regarder un ou deux bons exemples parce que le végétal offre des opportunités extrêmement intéressantes. Donc je t'invite Philippe à passer à la diapo suivante, où on a à la fois des exemples de mobilisation du végétal en pied de mur, dans des massifs, autour d'un élément voilà, patrimonial comme un monument mort, etc. Donc on a à la fois des choix plus ornementaux, à la fois des choix où on laisse une végétation peut-être plus spontanée, plus voilà, trouver sa place. Ces réponses-là sont très intéressantes. Elles contribuent à un cadre de vie plus agréable, à valoriser un patrimoine bâti qui est souvent riche dans notre région, à également ramener du végétal dans des cœurs parfois trop urbains, trop minéraux, et donc contribuer à ramener aussi peut-être de la fraîcheur face à des îlots de chaleur quand on imperméabilise trop, à une meilleure bien sûr régulation de l'eau qui trouve de quoi aussi s'infiltrer dans les sols. On contribue à plus de diversité et de biodiversité dans ces choix végétaux qui peuvent être refuges
pour voilà, que ce soit des insectes, des oiseaux, etc. Voilà, donc on a aussi et surtout des couvre-sols, du végétal qui occupent des espaces que l'on n'aura plus besoin de désherber et donc qui répondront bien aux objectifs aussi de réduction des phytos et des intrants de manière générale, comme l'a évoqué Philippe tout à l'heure. Donc ça, c'était une première slide. Philippe, est-ce que tu peux mettre l'illustration suivante? Ah, voilà. Donc voilà, quelques autres illustrations qui croisent un petit peu ce qu'on s'est dit auparavant. Donc un exemple, voilà, c'est à Rennes à gauche, on n'est pas en Occitanie, mais voilà, de couvre-sol au pied d'arbres qui eux-mêmes voilà, servent presque de tuteurs à cette grimpante, on va le voir comme ça. Un exemple de la ville de Toulouse qui en ce moment même fait une campagne de communication pour expliquer qu'elle laisse pousser pour favoriser la biodiversité et la préserver. Donc voilà, communiquer, c'est aussi quelque chose d'intéressant. On va y revenir juste après. Et puis, on a bien sûr de très beaux exemples de réservation en pied de mur, de spontanés qu'on a laissé pousser en pied de mur, et puis de couvre-sol avec des strates variées dans un parc. Voilà. Et bien sûr, l'éco-pâturage, qui est aussi une réponse intéressante à ne pas oublier dans la gestion du végétal. Voilà, donc ce sont quelques exemples. On en a plein d'autres à évoquer, mais on ne va pas aller plus loin là-dessus pour voilà, pas vous mobiliser plus, c'est bien tenir le timing. Donc, je vais maintenant vous présenter quelques ressources pour aller plus loin, puisque nous avons, nous, des choses à partager, mais aussi parfois nos partenaires, et donc on essaye de les compiler pour répondre à vos besoins. Donc tout d'abord, on a fait une petite sélection qui bien sûr n'est pas exhaustive, mais alors tout d'abord en orange, je vais vous inviter à faire un tour sur le site de la Fredon Occitanie, dans le sous-site de la surveillance sanitaire, qui comprend énormément de fiches techniques sur toutes les maladies ravageurs les plus présents en Occitanie, donc ce qui permet de mieux les identifier, de mieux comprendre les enjeux, les plantes qui subissent des problématiques sanitaires spécifiques. Philippe évoquait les palmiers, la gave, enfin voilà, on peut trouver un petit peu des réponses pour aussi s'aiguiller dans ses choix. Et puis, c'est tout nouveau, on vient de relancer avec le soutien de la DRAF un BSV GEVI, donc un bulletin de santé du végétal spécifique donc à nos espaces verts et infrastructures en Occitanie. Donc, nous vous invitons à vous y abonner pour recevoir du coup les conseils et préconisations sur ces problématiques. Ensuite, toujours, c'est gratuit, bien sûr. Voilà. Ensuite, je vais évoquer rapidement 3 guides de partenaires à nous sur la gestion du végétal aussi. Il y a Plantécité qui a récemment publié un guide sur les aménagements arbustifs qui peut vous permettre d'avoir d'autres réponses. Les CAUE qui sont aussi des partenaires qui peuvent vous accompagner dans vos problématiques, et donc un guide du CAUE du Tarn sur la gestion différenciée. Et puis, dans notre sélection également, un guide sur la gestion écologique de Nature Paris. Alors, on part en Ile-de-France dans ce guide, mais c'est très intéressant, c'est un guide très complet. Donc, c'était intéressant de le souligner là tout de suite. Et puis, au-delà de la gestion du végétal, bien sûr, bien gérer le végétal croise de nombreux autres enjeux. On l'a vu avec l'intervention de Philippe. Est-ce que tu peux passer à la page suivante, Philippe? Parce que j'ai quelques autres outils qui permettent de croiser donc d'autres sujets, notamment un guide de plantécité également qui est paru récemment sur les enjeux de planification urbaine qui entourent cette présence du végétal. C'est intéressant de ne pas oublier que pour aussi laisser sa place au végétal, l'urbanisme est un outil et un allié possible. Ensuite, on a un guide sur l'insertion paysagère des campings en site classé. Alors évidemment, tous les campings qu'on accompagne ne sont pas en site classé, mais il y a des clés intéressantes parce que bien s'insérer dans le paysage, c'est aussi peut-être faire des choix de végétaux qui seront voilà, pertinents et qui répondront à tous les enjeux qu'on a évoqués jusqu'à présent. Et enfin, alors nous sommes réunis les Fredons en un réseau national qui s'appelle Fredon France, qui produit des outils communs à tous et notamment des outils sur la gestion des déchets verts. On a parlé de paillage, de mulch, de bons choix de taille, etc. Vous pouvez trouver toutes les réponses dans des fiches techniques récemment parues. Il y en a une dizaine à l'attention des gestionnaires, mais aussi une dizaine à l'attention des habitants, des usagers. Donc, ça peut être très intéressant pour sensibiliser largement sur les bons choix en la matière. Et enfin, bien sûr, en vert, ce sont tous les outils que l'on vous propose à travers la mission Ecophyto GEVI en Occitanie, des fiches de retour d'expérience de gestionnaires, des webinaires, des interventions techniques à retrouver sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, j'ai mis la carte des
adhérents à nos chartes qui sont nombreux. On atteint les 600 gestionnaires adhérents, donc il y a au moins 600 gestionnaires autour de vous qui peuvent partager leur expérience et c'est très riche d'enseignement. Et enfin, un petit point agenda actualité. Ah non, pardon, j'oubliais un point essentiel. Communiquons et sensibilisons les usagers, les clients, les habitants sur ces choix de gestion et sur la place que l'on souhaite laisser au végétal quand cela est possible. Nous vous proposons pour ce faire des outils clés en main. Profitez-en, mobilisez-les, c'est gratuit aussi. En tout cas, les panneaux sont en téléchargement libre sous forme de panneaux. Par contre, évidemment, ce n'est pas gratuit parce qu'un panneau est un panneau, mais vous pouvez retrouver toutes ces ressources sur notre site. Nous avons aussi des expositions que l'on peut vous prêter gratuitement, des cocottes pour jouer avec les enfants, des marque-pages, des flyers. Enfin, il y a plein d'outils. Et là, nous parlons d'outils, panneaux, papier, expo, mais là, les ressources sont bien plus grandes que ça. Il y a bien d'autres solutions de communication à imaginer et on sait que vous êtes souvent riche d'idées à ce niveau. Et enfin, donc, un petit point agenda quand même. Il y a des événements pour continuer à se former et s'informer, notamment un webinaire de l'ARB très prochainement sur l'Observatoire régional de la biodiversité, un événement à La Bruguière dans le Tarn, qui est dans le cadre du Cinéfeuille, un forum d'échange sur le zéro phyto en partenariat avec les CAUE, CPI, le CNFPT pour les agents publics et plein d'autres partenaires, et un colloque de l'agence de l'eau RMC qui sera prochainement sur la question de l'eau dans la ville nature. Ensuite, n'oubliez pas de valoriser vos engagements en tant que gestionnaire et notamment en ce moment Plantécité recherche des retours d'expérience sur la gestion de territoires communaux et pesticides. Donc on vous invite à prendre part à cet appel et également à participer à une enquête sur la cohabitation entre les réseaux et les réseaux enterrés et les réseaux racinaires, qui est un point qu'a pu évoquer Philippe tout à l'heure. C'est important de le prendre en compte, donc on vous invite à contribuer pour que cette enquête soit la plus riche d'enseignements. Et enfin, il y a bien sûr des trophées ou des labels qui peuvent aussi valoriser les engagements et je souligne celui de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air qui est ouvert jusqu'en juin. Et enfin, tout changement de pratique, toute gestion, évidemment, peut parfois nécessiter un besoin d'aide et d'appui. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a le dispositif VTA, Volontariat territorial en administration pour les communes rurales, qui permet de mobiliser de l'ingénierie sur vos territoires pour pouvoir mener à bien vos projets en la matière. Un appel à projet également des agences de l'eau et de la région sur la désimperméabilisation des sols, qui est aussi un outil et une clé pour laisser sa place au végétal. Et enfin, un fonds tourisme durable de l'ADEME qui est mobilisable en ce moment pour les hébergeurs camping qui sont parmi nous. Et enfin, nous vous proposons régulièrement des webinaires. Sachez que les précédents sont en rediffusion dès maintenant, sont déjà disponibles et que notre prochain rendez-vous, c'est le 3 juin sur la question des cimetières sans pesticides. Nous aurons 1 heure pour enterrer les idées reçues grâce à nos retours d'expérience et à ceux des CAUE. Voilà, et puis je vais laisser Philippe quand même mettre la dernière image. N'oubliez pas que nous sommes aussi là pour répondre à vos questions au-delà de ces webinaires. Donc vous pouvez retrouver tous nos coordonnées, que ce soit sur la mission Ecophyto-GEVI, que ce soit sur la question de l'ambroisie, qui est une exotique envahissante qui mérite d'être regardée de plus près vu les enjeux qui l'entourent, et enfin le service surveillance sanitaire qui peut aussi vous éclairer sur toutes les problématiques à ce niveau-là. Et puis on va conclure en vous disant merci. S'il y a des questions dans le chat qui n'ont pas pu être abordées, nous y reviendrons, ou quoi que je vais peut-être prendre un instant puisqu'on a encore 5 minutes pour les regarder et voir si on peut y répondre. Donc notamment une personne qui dit qu'elle utilise nos plaquettes de communication. Elle nous demande sur les obligations. Est-ce qu'elle peut ajouter les logos de sa commune? Le mieux, c'est au cas par cas de revenir vers nous parce qu'il y a certains outils qui sont à l'attention des adhérents à la charte, aux chartes objectifs et engagés zéro phyto pour que le discours que porte l'outil de communication soit bien dans ce cadre-là. Mais certains outils sont mobilisables par tous. Donc, le mieux, c'est de revenir vers nous pour évoquer votre problématique, votre question et on vous y répondra. Donc, nous, c'est Clément Baudot ou moi. Donc, Clément Baudot qui est encore un petit peu là pour vous accompagner, mais qui sera prochainement remplacé puisqu'il devient directeur adjoint de la Fredon.
Je regarde s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas là tout de suite. Donc, effectivement, on peut que vous remercier, vous inviter à rester informés à travers voilà, les réseaux sociaux et nos outils en ligne comme les lettres d'info. Voilà, nous sommes là pour vous accompagner au mieux. Ça Voilà, fait, donc peut-être. comme a dit Florie, l'équipe s'étoffe, hein, puisque au niveau administration, Clément me rejoint donc à la direction. Il est remplacé par quelqu'un de très compétent qui arrive dans un mois et demi, qui est recruté, hein, ça y est. Et nous avons aussi, côté santé du végétal, on a étoffé le staff, ce qui fait qu'on sera beaucoup plus disponible pour vous accompagner, répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, vous avez des formulaires de contact, vous avez les mails de Florie et de Clément, vous avez des formulaires de contact sur le site. N'hésitez pas à nous poser des questions, tant en santé du végétal, éco-phyto, végétal, puisque nos métiers nous amènent à avoir des compétences et surtout d'avoir des réseaux partenaires, parce que nous n'avons pas la science infuse et nous avons la chance d'avoir énormément de partenaires qui sont plus ou moins spécialisés sur telle ou telle donnée que vous cherchez et vers lesquelles on pourra vous renvoyer aussi. Voilà, bah écoutez, je vois des petits messages de remerciement. On vous remercie en À retour tous. et n'hésitez pas à nous solliciter plus largement. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.